Bienvenue sur Résonance, un podcast Croix-Rouge Compétences Centre Val de Loire. Pour cet épisode, nous avons eu la chance de rencontrer un athlète, et pas n'importe lequel. Un parasportif multi-activité et hyperactif, comme il se qualifie sur son site internet, et au palmarès à faire rougir les plus grands. Maxime Cabane, de son nom entier, est venu présenter son film, Eureka, aux apprenants de l'Institut de Chambray-les-Tours. Un moment suspendu, riche en émotions et en partage. Nous en avons donc profité pour l'interviewer au micro de Résonance. Et pour cette rencontre, nous avons un peu innové, porté par son vécu et sa résilience. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons pris à le préparer, et que la parole de Maxime vous touchera comme elle nous a touchés. Bonne écoute à vous! Je sais pas trop à quoi t'attendre. Ouah. C'est énorme. Ah ouais. Tu vois, quand on dit que ton parcours nous a inspirés, c'est que voilà, il y avait plein de choses. Je peux m'installer là? Eh ben, déjà, on va regarder un peu les objets qui sont ici. Bon, je pense que la plage, la mer et tout, ça peut te rappeler des choses. Ouais. Hop, je coupe juste le bruit des vagues parce qu'il est. En vacances là, c'est bien. Je suis bien, ouais. Ouais, c'est Ah agréable. ouais, c'est pas mal, ouais. Trop bien. Du coup, on a retracé un petit peu ton parcours grâce à des objets. Toute l'équipe s'est mobilisée pour récupérer plein de choses. Et l'idée, c'est que tu nous expliques un peu qui tu es à travers des objets, s'il y a des objets qui te parlent, qui manquent, voilà. Donc, D'accord. du coup, on a commencé un peu par le pôle de tes origines. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe parce qu'on n'a Alors, pas d'image pour nos le auditeurs. classique que tout le monde connaît du Pays Basque, le fameux piment d'Espelette. Donc, ouais, ça c'est un peu ce que tout le monde connaît du Pays Basque. Bon, Ouais. Ça fait un peu cliché, mais bon, c'est quand même la référence, on va dire. Donc, toi, tu viens du Pays Basque. Moi, je viens du Pays Basque, de l'Arceau exactement, un petit village vraiment à l'intérieur, au cœur des montagnes. Ouais. Voilà, j'avais les montagnes, la rivière, à côté de chez moi, un beau cadre de vie pour évoluer quand t'es jeune, l'école au village, Ouais. les frontons pour jouer à la pelote, les Excellent. trinquets, donc un super cadre de vie pour grandir, ouais. Ouais, ok. Ouais. Après, ouais, le béret basque, ben oui, le béret basque qui n'est pas basque d'origine, Ouais, c'est vrai. qui est béarnais, il faut le souligner quand même. Mais les bérets basques, on les retrouve en fait aussi, on appelle ça des boinas. C'est ce que portaient les bergers basques, et c'est les trophées qu'on gagne, notamment en Pays Basque Sud, quand on gagne des Ok. compétitions de pelote. Excellent. Ah, donc ça doit te parler encore voilà, plus, j'en ai gagné une du coup il y a 4 jours Ouais. à la Ligue des Nations, et ils nous coiffent d'une boina. Ça s'appelle une boina, c'est un très grand béret, et voilà, mais c'est un honneur d'être coiffé d'une boina quand on a gagné. C'est un gros symbole chez nous Carrément. en fait, de Ok. victoire. Voilà, les espadrilles, oui, Ouais. forcément les espadrilles qui viennent de Moléon. C'est aussi un beau symbole du Pays Basque. On a quand même pas mal de symboles, je me dis. Ouais. C'est un peu l'idée du coup de cette Ouais. interview-là, c'est de partir sur les symboles. Bon, on a mis un foulard aussi de Dax. On Ouais. sait que t'es peut-être plus Mais, Bayonne, mais c'est l'esprit des férias. T'en as parlé aussi. feria, rouge et blanc, quoi. C'est ça. Donc, ouais, on a pas mal de fêtes aussi. Alors, les fêtes de Bayonne sont connues. On a les fêtes de Pampelune. Et on a aussi les petites fêtes de village. Voilà, chaque village a sa fête. Tous les villages du Pays Basque ont leur fête tel week-end chaque année. Voilà, il y a toujours une date précise pour chaque village. Et voilà, et puis j'en ai fait pas mal. Hein. Ouais. J'en ai fait pas mal là, dans ma jeunesse. T'as quel âge toi, Maxime? J'ai 32 ans. Ouais, 32 ans. Moi, je suis Ok. toujours jeune. Ouais, bien j'espère. sûr. Mais je sors un peu moins maintenant parce que j'ai pas trop le temps avec toutes les compètes, et puis Oui, c'est ça. T'es très pris parce que maintenant t'es devenu athlète, c'est ton métier. ouais, voilà, c'est Sur ça. plusieurs sports, on va en parler sur après. plusieurs sports, et du coup mais le sport et l'alcool, ça se mêle pas trop, on va dire. Bon, on peut faire la fête sans alcool aussi, hein, mais on aime bien boire quand même chez nous, avec modération bien sûr. Mais ouais, en tout cas, on est un peuple qui fait beaucoup la fête au Pays Basque. Donc on est assez fidèle là, tu penses, par rapport à tes origines. Oui, c'est quand même assez représentatif. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Après, Biarritz, oui, forcément, tout le monde connaît Biarritz, hein. Ouais. Alors là, la plage qu'il y a sur le cadre, il me semble que c'est la Côte des Basques. C'est la première plage où le surf a été apporté par des Américains. Je sais plus l'année, mais c'est dans les années 60 peut-être. Je veux pas dire de bêtises. Et donc ouais, et j'ai surfé pas mal sur cette plage aussi. J'ai eu des compètes. J'ai gagné mon premier titre de champion de France sur cette plage d'ailleurs. Excellent. Il y a 10 ans. Il y a pile 10 ans. Voilà, et puis ouais, les coquillages aussi,
ça représente. C'est la maison là un peu. Exactement. Ouais, ben je me sens à la maison avec avec le rétroprojecteur qui montre toute la plage. Ouais, aussi, ouais. c'était l'idée. Après, du coup, tu as eu un tragique accident. Voilà. On le voit dans ton film, on en parle. Est-ce que tu veux expliquer en quelques mots à nos auditeurs les grandes lignes de cet événement? Alors, 18 ans, ma plus belle année de sa vie, ça a été la pire pour moi parce que au bout d'un mois de permis, en fait, j'ai eu un grave accident de voiture à 2 kilomètres de chez moi. Je suis tombé dans un ravin, en fait, et j'ai compris direct parce que j'ai senti une grosse douleur dans le dos, donc j'ai compris que c'était la moelle épinière qui était touchée suite à une fracture d'une vertèbre, et donc j'ai senti beaucoup de fourmis dans les jambes quand j'étais dans ma voiture au fond de ce ravin. Ça a tapé très fort, et donc ça en est suivi du coup une évacuation en hélicoptère, opération directe à l'hôpital. 4 jours après, ils m'ont sorti de l'hôpital, centre de rééducation. Hop, 7 mois et demi, et dans ces 7 mois et demi, plein de belles rencontres. Ouais. Voilà, avec des patients, une équipe pluridisciplinaire, et notamment Michel, qui a été une rencontre exceptionnelle qui m'a permis d'en être là aussi aujourd'hui, on va dire, parce que voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il m'a fait redécouvrir le sport, donc le surf. Michel, il a quelle fonction dans cet établissement-là? Michel, il est APA, voilà, activité physique adaptée. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est, en plus d'être APA, qui est très très dévoué, qui est solaire et qui donne envie aux patients de faire les choses. Donc voilà. Bon, moi, il m'a pas donné envie de suite parce que je suis ultra têtu. J'ai mon côté vasque, mon caractère vasque qui ressort. Mais au bout de 5 mois à tourner en rond dans le centre, je me suis dit, allez, arrête de faire ton têtu, écoute-le et va au gymnase avec lui. En parlant de tourner en rond, on a mis un sablier pour symboliser un peu le temps. Comment se passe le temps du coup en rééducation? Tu avais une vie, j'imagine, très rythmée jusqu'à tes 18 ans, et après ça a dû être un autre rapport au temps. Tu peux nous en parler? C'est très bizarre parce qu'en fait, ça paraît lent et rapide à la fois, en fait, quand on a un accident comme ça. Parce que là, si je regarde en arrière, ça fait déjà 14 ans et je me souviens de tout, en fait. J'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà 14 ans. Donc ouais, le rapport au temps est assez spécial, et la vie est très rythmée en centre de rééducation. C'est comme un emploi du temps d'un élève au final. Le matin on a la kiné, ensuite l'après-midi on a l'APA, de l'ergothérapie, on est stimulé par des trucs électro en radiothérapie, là je me rappelle plus, pas avec des patchs, je me rappelle plus les termes exacts, mais c'est assez rythmé, c'est assez rythmé. Au final les 7 mois et demi sont passés lentement et rapidement à la fois. C'est assez spécial comme sensation. Mais voilà. Tu dis aussi dans le film qu'il y a, t'as l'impression d'être dans un cocon, d'être un peu protégé de plein de choses. C'est ce qui se passe en fait. On est tous dans un cocon, les patients, quand on est en centre de rééducation. On est vraiment coconnés. Voilà, les aides-soignantes, les infirmières sont comme des deuxièmes mamans. Les kinés, ergo, APA sont des partenaires de vie aussi, qui nous réapprennent à faire fonctionner son corps, à apprendre les gestes quotidiens de la vie. On est un peu comme des bébés, mais avec une conscience, je dirais. On nous réapprend tout. Donc oui, on est couconnés, et en fait c'est la sortie du centre qui peut être violente. Alors moi, elle a été faite petit à petit parce que j'ai commencé à ressortir durant le week-end pour voir comment ça faisait. Donc ça s'est fait petit à petit, mais et au final à la sortie ça a été, parce que voilà, j'étais préparé. Mais il y a des patients en fait qui sortent des fois de rééducation, qui sont plus dans ce cocon et ils sont délaissés à eux-mêmes, et ça peut être très compliqué, ça peut aller jusqu'à la dépression, etc. Et c'est très très compliqué de reprendre une vie normale. Moi, dans mon cas, ça a été une chance parce que j'ai été très très bien accompagné. Mais oui, on est vraiment couconnés dans ce centre, et c'est important de préparer cette sortie, justement. Ouais. On mettait aussi une image d'une équipe un peu. Est-ce que tu penses que ça peut coller à ce que toi tu as vécu, le sentiment d'équipe avec les soignants? Complètement. Les soignés, Complètement, parce que on est aussi une équipe de patients, je dirais. On se retrouve à la salle de la cafette là, où on est tous ensemble, on parle de nos galères, voilà, on se soutient mutuellement quand ça va pas au niveau du moral. Ça, c'est entre patients. Et en fait, l'équipe pluridisciplinaire, elle fonctionne pas sans un maillon. Donc il y a les aides-soignantes, les infirmières, les kinés, les ergos, les APA, les médecins, les psychologues aussi, les assistantes sociales. Et tout ça, en fait, fait une grande chaîne qui permet de faire fonctionner toute l'équipe pour que le patient se rétablisse au mieux. Et voilà, et s'il manque un maillon de la chaîne, en fait, ça peut pas marcher. Donc, moi, j'ai toujours mis tout le monde à la même échelle, voilà, de la chambre à les aides-soignantes jusqu'aux médecins. En fait, ils sont obligés de fonctionner les uns avec les autres. Les aides-soignantes, elles détectent tous les problèmes qu'il y a en chambre, si on a un changement de comportement, une perte d'appétit, etc. Voilà, les kinés sont nos partenaires pour nous faire récupérer. Les ergos nous permettent de préparer la sortie avec les gestes du quotidien qui nous réapprennent à faire. Et voilà, et puis les médecins, ils nous suivent pendant de longues années, encore par la suite aussi.
Donc, ouais, le travail d'équipe, c'est hyper important en centre de rééducation. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à nos étudiants qui vont devenir futurs professionnels de la santé, du social, des choses importantes dans leur pratique, notamment par rapport au handicap, aux personnes qui sont nouvellement handicapées? Déjà, je voudrais les remercier d'avoir choisi cette voie. Un grand bravo. Et puis que, bon, c'est pas un métier facile, hein, il faut pas se le cacher, mais ils vont avoir aussi de très très bons moments et de très bons souvenirs avec les patients. Il va falloir faire preuve des fois de plus de patience avec certains patients. Moi, je prends mon cas encore. J'ai été un patient assez facile parce que je suis parti du principe qu'ils étaient là pour moi, tous ces soignants. Mais il y a des patients plus durs que d'autres parce qu'il y a des phases de deuil, d'acceptation qui sont plus difficiles pour certains. Donc voilà, je leur dirais de faire preuve de patience, d'empathie, mais en tout cas que c'est un super métier et qu'ils vont vivre des moments humains vraiment incroyables. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Hein. On voit que l'histoire des uns et des autres touche en fait. Exactement. Ouais. On a mis évidemment une photo de Michel. Et Michel, du coup, belle rencontre. C'est pas lui que j'avais en APA de base. Mais dès que l'APA que j'avais partait en vacances, c'est Michel qui prenait le relais et il me motivait, il me faisait faire plein de choses, de l'effort, du physique. Et au bout de 5 mois, il a réussi à me faire sortir du centre pour aller au gymnase et redécouvrir le sport. Et dès que je me suis mis dans un fauteuil de sport, j'ai vu que je pouvais m'amuser. Alors toi, c'était pas ton truc à la base. Le sport, oui, t'étais quelqu'un de sportif. Ouais. Et le handisport? Je connaissais pas, ça n'existait pas. Et la peur de l'inconnu, tout simplement, je pense aussi. Et en fait, dès que je me suis mis sur un fauteuil de sport, j'ai vu que je pouvais aller vite, me mouvoir plus facilement. Et en fait, de là, il y a eu un déclic direct. On a commencé à faire des tours de gymnase avec des plots espacés. Il y avait des bips entre les plots, il fallait aller le plus vite possible. Et rien que ça, en fait, j'ai pris du plaisir et j'ai voulu être performant de plus en plus. Oui. Et donc, c'est à partir de là que le déclic est arrivé, que l'esprit de compétition et ce mental de compétiteur est né, je pense, c'est à partir de cette sortie-là dans le gymnase. Et puis, ça a évolué après par la suite avec les autres découvertes des autres disciplines. Ouais, et c'est justement la suite de notre petit parcours. On n'aurait pas eu assez de place pour mettre toutes les coupes et les médailles que tu as remportées, donc on a fait un petit extrait. Et oui, justement, tu as découvert plein de sports. Ouais, alors, du coup, le sport en gymnase au début, en loisir. Premier sport que j'ai découvert, c'était, 2013, c'était le parasurf en fait. Première sortie extra-sportive avec le centre, le parasurf. J'ai toujours voulu surfer en étant valide. J'ai un cousin qui a fait beaucoup de compètes internationales. J'ai jamais eu l'occasion, malheureusement. Et là, quand on m'a dit on va surfer avec le centre, j'étais ravi comme pas possible. Et le jour où on a été surfer, c'était un peu gros en plus. Et c'était génial. C'était vraiment énorme. Je me rappellerai toujours. D'ailleurs, les profs sont devenus des potes et ils nous ont accompagnés des années par la suite, même sur des championnats du monde, etc. Donc ouais, ça a été le parasurf et ce rapport à l'eau qui est exceptionnel quand on est blessé médulaire et qu'on est en fauteuil parce que on est tout léger, on n'est plus dans le fauteuil, on pense à rien à part à ces vagues et le fait d'être bien dans l'eau, on oublie tous ses soucis. Et puis voilà, c'est une parenthèse d'1h30, 2 heures quand je pars surfer pendant la journée, donc ça fait du bien. Dans un podcast, tu disais que le handicap se dissout dans l'eau. On a vraiment aimé cette phrase. Ouais. Alors ça, c'est une phrase de handisurf. Le handicap se dissout dans l'eau, c'est la vérité parce que en fait, comme je te l'ai dit, on pense plus à son handicap, on pense juste à être bien, on est bien dans l'eau, ça fait du bien et quand on en ressort, vraiment, ça dégage plein d'endorphines, cet air marin, etc. Donc ouais, ça se dissout vraiment dans l'eau et moi je suis comme les autres dans l'eau, on voit pas que je suis handicapé forcément, donc je surfe juste à genoux, c'est ça la différence. Mais vraiment, ouais, on oublie son handicap une fois qu'on est dans l'eau et je conseille à tout le monde d'y aller. On peut l'associer comme une thérapie. Tu l'as vu comme ça Ah ouais, j'appelle ça de l'aquathérapie, complètement. C'est hyper bénéfique. De toute façon, quand on est dans le ventre de sa mère, on est dans un milieu aquatique. Et en fait, je pense que ça éveille les sens quand on repart dans l'eau. Voilà, ça nous rappelle quand on était dans le ventre de sa mère aussi. Donc c'est tout bénef en fait. Je dirais vraiment, je conseille à tout le monde d'aller dans l'eau et d'essayer l'aquathérapie. Vraiment, on se sent léger, on peut que être bien et puis ça apporte de la bonne fatigue aussi, quoi. Carrément, je reviens à ton film aussi. Donc toi, tu vis en tant qu'athlète. Michel Garcia, il a donné des images, il a mis des images sur ça. Comment s'assurer qu'on raconte la même histoire entre ce que toi tu vis en tant que sportif et Michel qui nous raconte ce que tu vis? Ce qui est bien chez Michel, c'est qu'en fait, avant d'être vidéaste, il est APA.
Donc, en fait, il bosse en centre de rééducation depuis des années avec des personnes en situation de handicap. Donc, il sait vraiment de quoi il parle. Il sait comment filmer la chose sans tabou aussi. Donc, il sait raconter l'histoire. Et puis, il me montre ce qu'il filme avant de le publier aussi. Ouais. Mais ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été en accord avec ce qu'il voulait publier. C'est fidèle à ce que tu ressens sur les terrains. C'est très fidèle parce que déjà, c'est lui qui m'a fait redécouvrir l'amour du sport. Et c'est hyper fidèle parce qu'il sait de quoi il parle. Il connaît le handicap en tant que soignant. Donc voilà, il sait vraiment de quoi il parle. Et puis voilà, on a la chance qu'il ait ses talents de vidéaste pour pouvoir raconter tout ça et expliquer les choses au grand public aussi. Carrément. Du coup, si on revient sur le sport, on en a symbolisé certains. Ouais. Alors, il y a le rugby fauteuil. Rugby fauteuil, ça a été vraiment le premier sport que j'ai pratiqué en compétition à partir de 2014. Voilà, j'ai joué dans un club sur la côte basque. On a gagné quelques matchs avec le club. J'ai eu la chance d'intégrer la première équipe d'Espagne de par mes origines grâce à mon grand-père sur une Coupe du Monde en 2017 à Toulouse. Voilà. Après, le but, bien sûr, c'était d'intégrer l'équipe de France. Et j'ai réussi quelques années plus tard où j'ai pu jouer quelques matchs contre l'Angleterre. Bon, après, j'ai dû arrêter pour des raisons perso par la suite. Donc, ouais, j'ai pas pu faire de Coupe du Monde, malheureusement. Mais bon, après, j'ai ma vie qui est assez prise parce que, ouais, on voit une pelote de tennis. Je joue à la pala aussi, ouais, à la pelote basque. Voilà, c'est un sport que je pratique depuis tout jeune. Vraiment, j'ai commencé à la main nue avec une balle dure comme du caillou. Okay. Après, j'ai fait des tournois en tant que valide dans des frontons, dans des places de village. Et du coup, j'ai arrêté la pelote quand j'ai eu mon accident jusqu'en 2016. Okay. Donc pendant 5 ans, j'ai pas pu jouer à la pelote. Ouais. C'est pas que ça me manquait parce que j'y pensais plus, mais une fois que j'ai repris, je me suis dit waouh, toutes ces années que j'ai perdu à pas jouer. Et maintenant, en fait, je suis à fond dedans. Je suis même responsable de la commission parapelote à la Fédération française de pelote basque. Je vais peut-être intégrer aussi la Fédération internationale pour développer le parapelote à l'international. C'est un sport qui me tient vraiment à cœur, qui est hyper convivial. Et voilà, et j'essaie de batailler aussi avec la balle de tennis avec mes potes du tennis et du padel aussi, parce que je fais aussi ces deux sports. J'essaie de les convaincre de venir essayer la pelote basque pour qu'ils ressentent le même plaisir que moi dans ce sport et la même convivialité, et aussi pour le développer parce que ça reste quand même une niche. Mais voilà, je suis passionné de sport et j'ai envie que les gens aient le même plaisir que moi quand ils font du sport. Donc ouais, padel, pelote basque, tennis et rugby et puis surf, quoi. Ouais. Donc, du coup, t'as eu des titres. Ouais, alors j'ai quelques titres. Je suis 14 fois champion de France en pelote basque. Du coup, vice-championne du monde en 2022, championne du monde en 2024 en trinquet, championne du monde là récemment en 2025 en mur à gauche. En surf, je suis 5 fois champion de France, vice-champion d'Europe en individuel. J'ai fait 3e là cette année aux Europes aussi. Double champion d'Europe avec l'équipe de France aussi. 3 fois champion du monde d'affilée avec l'équipe de France en équipe. Ouais. Et là, j'ai fait ma première finale en 10 ans au championnat du monde en surf. J'ai fini 4e, mais ce qui est bien au surf, c'est que 4e, on a une médaille quand même. Bon, elle est en chocolat, c'est la médaille de cuivre, mais j'en suis très très fier. Enfin, ça faisait 10 ans que j'attendais de faire cette finale et quand j'ai passé mes demi, j'ai éclaté en sanglots. C'est ma première vraie émotion sportive que j'ai vécue cette année. Et j'ai vraiment fondu en larmes, c'était génial. Et il y en a d'autres de l'équipe aussi qui ont pleuré. C'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs sportifs, je dirais. Donc ouais, non, c'était top. Félicitations, on voit que tu es un sportif complet et en plus sur plein de disciplines. Donc vraiment, félicitations, on va suivre la suite de ton aventure aussi sportive. Et on peut passer du coup à notre dernier petit pôle, du coup là qui se rapproche un peu plus du film que tu as réalisé avec Michel Garcia. Voilà, dis-nous un peu ce que tu vois et si tu y vois du sens avec cette expédition. Un sac de randonnée, une photo avec Michel où je suis sur ses épaules. Voilà, ça a été un peu mon soutien aussi quand même parce qu'il m'a accompagné sur plein d'aventures, il m'a amené à l'eau. Ça symbolise bien la randonnée qu'on a vécue en Norvège, ça, parce que c'est lui qui me tractait. Il avait sa poulka et moi j'étais relié à sa poulka par un élastique et j'ai essayé de faire en sorte que l'élastique soit pas trop tendu pour qu'il force pas trop aussi. Il tirait combien de kilos du coup je pense qu'il devait être à 150 kilos avec moi sur ma machine. Donc ouais, voilà, et puis il me tractait, il me donnait l'élan et moi j'arrivais à suivre. Et voilà, je vois Mike Horn aussi, ouais, c'était pas aussi dur que l'expédition de Mike Horn, mais quand même c'était dur à notre niveau, on va dire. Mais voilà, des souvenirs inoubliables et puis
qui font qu'on se sent vivant quand on fait des choses comme ça. On est content de se reposer après, hein, mais des souvenirs plein la tête, c'est quand même énorme. J'y repense encore plus d'1 an après. Quand je revois le film, j'ai les sensations du moment qui reviennent aussi à chaque fois parce que ça a été dur mais intense. Mais c'est génial, quoi. Donc on voit une vraie relation avec ton soignant, mais qui est surtout devenu ton ami à travers tout ça. Ouais. On parle de juste distance, mais de bonne proximité. De bonne proximité, mais en fait, tout est question de feeling, je pense. C'est pas interdit de devenir proche de son patient, même par la suite, en dehors du centre aussi. Tout est question de feeling. Et si les deux parties sont en accord, pourquoi pas continuer un bout de chemin ensemble. Donc non, moi j'ai gardé beaucoup de liens avec beaucoup de soignants. Et voilà, quoi. Mais ouais, on parle de cette juste distance, mais ouais, parfois on va de-là, hein. C'est bien aussi. Ouais, c'est génial. Et on voit que vous tous les deux vous êtes portés vraiment dans vos défis personnels. Exactement, ouais, on s'est suivis à toutes ces longues années, on s'est vu évoluer plus ou moins les deux. Voilà, on n'était pas tout le temps ensemble non plus, mais on a eu des beaux chemins de vie quand même, je dirais. Oui, puisque là on parle du film qui retrace une quinzaine d'années dans votre relation. C'est ça. Et du coup, ouais, lui, il a évolué en tant qu'APA avec les patients, en tant que vidéaste. Il fait aussi de la musique, il est bien pris. Moi, j'ai évolué dans ma vie, voilà, avec tous les sports que je pratique maintenant. J'ai réussi à monter mon asso, je vois l'autocollant, Eureka Association. J'ai monté mon asso aussi, et ça, c'était hyper important. Ça faisait des années que je l'avais dans la tête et je me suis lancé, je l'ai fait. Et du coup, ça prend bien. Je suis très content parce que je l'ai fait pour moi de base. Et au final, je l'ai étendu à plein d'autres athlètes et ça marche. C'est quoi l'objectif de cette mission, de cette association? De base, vraiment, c'est financer toutes les carrières sportives des athlètes qui y adhèrent vraiment pour leur payer leur compétition, leur voyage en allant en compétition, tout ce qui est frais d'hôtel, frais de nourriture durant, tout ce qui est vraiment la compétition elle-même, les frais d'entraînement, les frais de matériel, parce que il faut dire que ça coûte cher aussi, des fauteuils de sport par exemple, pour payer des planches adaptées, etc. Et du coup, avec tout ça aussi, on fait des interventions auprès de milieux scolaires, auprès de primaires, auprès de collèges, de lycées, d'écoles privées, où je les mets en situation avec des fauteuils roulants de sport, où je leur fais des parcours avec des plots, voilà, pour voir comment c'est compliqué de manier un fauteuil, que c'est pas si évident que ça. Voilà, après je témoigne de mon parcours, je fais venir d'autres athlètes qui ont des handicaps sensoriels ou invisibles aussi, parce que bon, les fauteuils on est bien représentés dans la société, mais il y a plein d'autres handicaps, c'est important d'en parler aussi. Donc voilà, je les fais venir pour qu'on puisse témoigner de tout ça, sensibiliser, montrer que voilà, on a une vie un peu différente, mais normale au final, quoi. Tout à fait. Et qu'on s'est adapté pour tout. Carrément. Ouais, ça me parle. On a aussi mis des petits caplas pour symboliser l'équilibre. Ouais. L'équilibre Eureka du coup en basque, c'est ça. C'est ça. C'est toi qui as proposé le titre pour ce film-là. C'est ça. La notion d'équilibre me parlait beaucoup en fait, et voilà, et je voulais le dire en basque pour un petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil pour dire d'où je viens quand même. Alors je le parle pas malheureusement, je le comprends un peu. Peut-être un jour je ferai l'effort d'aller faire des cours pour l'apprendre, mais bon, j'ai pas trop le temps en ce moment. Et donc j'ai demandé à un pote basque comment on disait équilibre en basque. Et il m'a dit Eureka. Et donc je trouvais que ça sonnait bien. Ouais. Et donc voilà, Eureka pour le film et Eureka pour l'association aussi. Mais pourquoi l'équilibre? Parce que j'ai plus l'usage de mes jambes, donc j'ai plus d'équilibre debout, mais j'ai retrouvé un équilibre grâce à tous ces soignants aussi, grâce à tous ces sports, j'ai retrouvé cet équilibre de vie. Donc je pense que c'était une belle symbolique de dire Eureka pour tout ça. Ça colle vraiment bien. Et quand on voit le film, on comprend vraiment le sens de ce mot clairement. On a mis aussi le logo de la Fondation Clariane. Ouais, la Fondation Clariane, qui a été d'une grande aide en fait, sans qui on n'aurait pas pu terminer le film, qui nous a soutenus, qui a pu financer notre expédition avec Vincent Colliard et Caroline Côté. Donc voilà, sans la fondation, il y aurait pas eu tout ça, cette finalité, il y aurait pas eu de film. Donc voilà, il faut quand même les remercier de nous avoir aidés. Et puis voilà, j'ai un lien particulier avec eux parce que j'interviens souvent, comme j'ai pu intervenir aujourd'hui aussi. Donc voilà, je les côtoie durant toute l'année, et puis c'est un réel plaisir de pouvoir grâce à eux, intervenir auprès d'étudiants soignants et leur montrer que leur métier a une vraie valeur et voilà, et les conforter dans leur choix professionnel. Ouais.
On a aussi mis des objets un peu plus symboliques sur la boussole, la lumière qu'on peut imaginer voilà, quand il fait nuit. Ça te parle, ces symboles-là? Pas trop, je t'avoue. Ok. Nous, on a plus vu la boussole, le fait d'avoir un repère. Ok. Tu vois, on l'avait imaginé un peu comme ça, ou la lumière pour montrer un chemin. On était parti un peu sur des choses comme ça. Peut-être que ça colle pas du tout. Et on les retire. Je sais pas. Ouais, ça peut ne pas te parler. Je sais pas, non. Après, un repère, ben, j'ai mes objectifs, voilà, mes dates de compétition et tout ça. Focus sur ben, obtenir encore plus de trophées et tout ça. On va dire que j'ai ça en repère et puis avoir ben, simplement un équilibre de vie aussi, quoi. Eureka, encore une fois. Ouais. Mais ouais, j'ai ma copine aussi qui est mon repère, qui est là pour moi. Moi, je suis pas souvent là à la maison, mais elle, dès que je rentre, elle est là pour moi en tout cas. Et ça, c'est génial. Mais ouais, après, ouais, je pense que j'ai beaucoup de repères au niveau de ma vie privée. Mes parents qui ont été quand même un gros soutien, un gros repère aussi. Tes amis, mes amis qui ont vraiment été là. Cette équipe pluridisciplinaire, hein, encore une fois, hein, sans qui je serais pas là aujourd'hui. Hein. Et puis voilà quoi. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans pour Eureka 2, on raconterait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on raconte? J'aimerais refaire une aventure. Ouais. Comme ça, en fait, j'aimerais pouvoir refaire d'autres aventures, un peu des voyages en terrain inconnu version handicap, on va dire. Ça serait sympa. Excellent. Aussi, je pense. Super concept. Voilà, j'aimerais gagner encore plein de titres, développer l'association pour qu'elle aide un maximum d'athlètes, qu'on sensibilise un maximum de personnes au handicap et à la différence. D'autres projets cinématographiques avec Michel, ça fonctionne bien. Voilà, plein de projets, plein de voyages, plein de rencontres. Et puis voilà, tout simplement. Et du coup, si on devait envoyer une dernière carte postale, on l'enverrait d'où et avec quel message au dos? Dernière carte postale? Ouais. Alors, j'en vois pas beaucoup de courriers, moi. Mais je sais pas. Peut-être d'Argentine l'an prochain. Ok. Voilà, on verra dans quelques mois où ça va mener toute cette aventure. Mais peut-être d'Argentine avec un coucou. On a réussi notre aventure. On a atteint le point B du départ de la Patagonie au pôle Sud. Voilà, ça serait peut-être ça, je sais pas encore. Okay. Mais d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Il y aura peut-être d'autres projets encore, donc je sais pas trop. Trop bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci pour tout ce que tu nous apportes. On a été très touchés ce matin quand on a vu ton film. Et c'est ce qu'on a senti aussi auprès de nos étudiants. Ça fait du bien de t'entendre, de voir ces images ouais, c'est trop chouette de te rencontrer. Merci à vous, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est fini ? Ouais. Ah ouais ? Tu voulais dire d'autres choses ? Ah non, mais c'est passé vite au final. Si cette rencontre vous a donné envie de voir Eureka, sachez qu'il sortira sur le petit écran courant de l'année prochaine. Alors n'hésitez pas à le visionner. Merci à Amélie Leloup de nous avoir suivis dans notre innovation et à nos proches et nos collègues de nous avoir prêté les objets dont nous avions besoin. Mention spéciale à Chloé et Raphaël, qui grâce à leur palmarès quasi équivalent à celui de Maxime, nous ont permis de disposer de médailles et coupes. Nous remercions également Michel Garcia, qui n'était pas présent le jour de la projection, mais qui a su capter et assembler ces moments de vie de façon unique. Et bien évidemment, merci à toi Maxime, d'avoir joué le jeu à fond, et surtout d'avoir partagé ton vécu, avec une sincérité et une force incroyables. Merci à vous pour votre écoute, et à très vite sur Résonance. Un podcast réalisé par Mélanie Roncin et Candy Giffard.